Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Lutter contre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2026. Et face à un contexte international et français compliqué et un peu sombre, je vous souhaite que cette année soit emplie de joie avec vos proches. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et pour ce premier épisode de l'année 2026, j'ai reçu Riyad Selmani, chargé de plaidoyer justice fiscale au sein de l'ONG CCFD Terre Solidaire. Alors dans le podcast, vous avez déjà entendu parler de la proposition d'une taxation sur les ultra-riches, mais aussi des discussions qu'il y avait pour un impôt minimal sur les sociétés pour les entreprises. Mais saviez-vous qu'une convention fiscale internationale est en préparation à l'ONU ? C'est un processus inédit et Riyad est aux premières loges des négociations. Dans cet épisode, Riyad nous explique pourquoi ce processus est important et comment il pourrait mettre fin à l'injustice fiscale. Bonne écoute. Bonjour Riyad Selmani, bienvenue dans le podcast. Vous êtes chargé de plaidoyer justice fiscale au CCFD Terre Solidaire. Pourriez-vous nous dire pourquoi le CCFD Terre Solidaire s'est intéressé aux questions de justice fiscale et puis aussi nous rappeler brièvement quelle est la mission du CCFD ? Bonjour. Le CCFD Terre Solidaire, c'est une organisation non gouvernementale, une ONG de développement, de solidarité internationale qui existe depuis les années 60 et qui originellement a voulu s'attaquer aux causes structurelles de la faim. Et donc forcément, quand on s'attaque aux causes structurelles de la faim, on s'attaque aussi aux questions de finance du développement et de la capacité qu'ont les États à lutter contre la faim, mais surtout à financer leurs propres politiques publiques. C'est pour ça que le CCFD s'est intéressé assez rapidement aux questions de justice économique. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que le CCFD travaille sur les questions de fiscalité et de la lutte contre l'évasion fiscale, parce que l'évasion fiscale, c'est une des choses qui prive aujourd'hui le plus les pays du Sud, notamment, des ressources nécessaires pour financer leurs services publics, lutter contre le changement climatique ou tout simplement mener à bien leur politique publique. Pour qu'on ait un peu un ordre de grandeur, est-ce que vous pourriez nous rappeler les quelques chiffres de l'évasion fiscale ? Vous disiez que cela prive les pays du Sud de nombreuses recettes. Donc rappelez-nous un petit peu, donnez-nous un peu cet ordre de grandeur. L'injustice fiscale internationale, je vais me permettre de parler d'injustice fiscale internationale, elle est très coûteuse. Je pense qu'on est dans le débat public, on sent que la question du manque d'argent est quand même omniprésente, que ce soit dans les pays du Nord ou les pays du Sud par ailleurs. Et cette injustice fiscale internationale est principalement due justement à l'évasion fiscale des multinationales comme des personnes les plus riches, qui selon des estimations finalement que je vais dire assez basses, parce qu'avec le peu de données robustes auxquelles on a accès, elle coûterait 500 milliards d'euros chaque année à tous les États du monde, dont près de 200 milliards seulement pour les pays du Sud. C'est énorme, et ça c'est seulement le coût de l'évasion fiscale. Et c'est sans parler du coût finalement de ce système qui est tout à fait injuste et qui crée une situation dans laquelle les multinationales comme les individus les plus riches ne sont pas taxés de manière équitable, ne sont pas taxés de manière progressive, et c'est encore autant d'argent qui est assez difficile à quantifier finalement, qui ne rentre pas dans les caisses des États. Merci. Alors j'ai vu en novembre que vous étiez à Nairobi au Kenya pour participer aux négociations d'une convention cadre sur la coopération fiscale internationale sous l'égide de l'ONU. Alors pour faire un peu plus court, je vais l'appeler Convention fiscale de l'ONU. On en entend en fait très peu parler dans les médias, c'est peu connu. Pourriez-vous nous raconter l'origine de cette convention ? Convention fiscale de l'ONU, c'est vrai qu'on va l'utiliser comme terme, c'est un peu plus simple à comprendre. Et donc ce processus, déjà commencer en disant que c'est un processus historique, parce que c'est la première fois qu'on va discuter, ou plutôt qu'on discute depuis cette année, de fiscalité à si haut niveau, et donc au niveau de l'ONU, parce que jusqu'à aujourd'hui, les questions fiscales internationales, elles ont été trustées par des clubs de pays riches, et notamment par l'OCDE, qui a quand même eu historiquement la mainmise sur les questions fiscales internationales. Pour refaire un peu l'historique de cette convention, c'est pas une idée qui est née il y a seulement quelques mois ou quelques années. C'est une idée assez ancienne et qui provient aussi d'un constat, c'est que les règles du système fiscal international telles qu'elles existent aujourd'hui, elles sont tout à fait obsolètes.
elles ne permettent pas de taxer les multinationales comme les individus les plus riches à hauteur de ce à quoi ils devraient contribuer. Et surtout, ce système est très injuste envers les pays du Sud qui souffrent le plus aujourd'hui de ce système. Et donc, la société civile, et je vais parler de la société civile parce que c'est peut-être la société civile qui a joué le rôle le plus important, je pense, dans la naissance de ce processus. Ça fait plus de 20 ans qu'elle se mobilise pour la naissance d'un processus intergouvernemental pour discuter de fiscalité internationale à l'ONU et surtout pour réécrire des règles du coup plus justes sur la fiscalité internationale. Et c'est de ça dont il est question quand on parle de convention fiscale de l'ONU. C'est enfin réécrire des règles communes, partagées et plus justes sur la fiscalité internationale, parce qu'aujourd'hui, le système fiscal international, il a finalement très peu de règles, et les règles qui le composent sont tout à fait injustes. Pour peut-être remonter à une date assez, ça fait quoi, 10 ans, en 2015, il y a eu la 3e conférence sur la finance du développement à Addis Abeba, en Afrique, et à cette époque, la société civile avait aussi porté ce combat que les pays du Sud avaient repris d'un organisme fiscal international et d'enfin pouvoir discuter de fiscalité à l'ONU et de pouvoir réécrire les règles du système fiscal international. Évidemment, les pays les plus riches, les pays de l'OCDE, ont fait capoter cette idée. Et pourtant, la société civile, qui est organisée, et le CCFD, je le précise, est membre d'une alliance qui s'appelle l'Alliance globale pour la justice fiscale, qui rassemble plus de 250 organisations dans le monde. C'est une organisation qui est, on va dire, dirigée par des organisations de pays du Sud. Et c'est très important parce que c'est un combat qui a été porté avant tout par des organisations de pays du Sud. Cette société civile, elle a porté ce combat encore pendant des années, des années et des années, jusqu'à, on va dire, avant d'aboutir à la naissance de ce processus. Je ferai un petit détour par 2021 et l'adoption à l'OCDE de ce fameux accord sur la taxation minimale des multinationales à 15%, qui avait été présenté comme la révolution fiscale internationale, et qui finalement, pour plein de raisons, et j'y reviendrai peut-être plus tard, est tout à fait décevant et tout à fait injuste et ne répond pas finalement aux principales failles du système fiscal international. Suite à cet accord, il y a des pays du Sud, et pour en citer quelques-uns, le Nigeria, le Ghana, le Kenya, c'est notamment les pays africains, qui ont un peu exploité un trou de souris à partir de 2022 en déposant résolution après résolution à l'ONU et qui ont finalement obtenu, fin 2024, la naissance d'un processus de négociation pour une convention cadre de l'ONU sur la fiscalité. Et donc, la possibilité pour la première fois de discuter avec tous les États du monde dans un endroit où un pays égale une voix de fiscalité internationale et l'opportunité de réécrire des règles plus justes et donc de lutter contre l'évasion fiscale internationale. Merci beaucoup pour cet historique qui a permis d'arriver des négociations donc pour une convention fiscale internationale. Et j'ai une question parce que dans le podcast, on a notamment reçu Quentin Parinello qui nous avait parlé de cet accord mondial pour un impôt minimal de 15% pour les entreprises. On avait également discuté de la question de la taxation des ultra-riches. Voilà cette convention fiscale finalement, qu'est-ce qu'elle va apporter par rapport aux conventions, aux discussions, peut-être aux mécanismes qui sont en train d'être discutés? Est-ce que finalement l'objectif ce sera d'apporter quelque chose de plus harmonisé, cohérent? Comment vont fonctionner ces différents mécanismes, ces différentes conversations? Tout d'abord, rappelez que cet accord de 2021 qui a été signé à l'OCDE et qui a été signé sous l'égide de l'OCDE, donc dans un cadre déjà où tous les pays du monde ne sont pas représentés. Et déjà, ça c'est fondamental, parce que quand on veut lutter contre l'évasion fiscale ou quand on parle de système fiscal international, encore faut-il pouvoir mettre tous les pays autour de la table. Et donc ça, c'est déjà la première différence avec les discussions qui ont eu lieu à l'OCDE. Mais peut-être pour expliquer en quoi, par exemple, les discussions qui ont eu lieu à l'OCDE n'ont pas été satisfaisantes et pourquoi on a besoin de cette discussion à l'ONU, de revenir sur quel est le problème fondamental finalement quand on parle, par exemple, pour les multinationales aujourd'hui, quel est le problème du système fiscal international quand on parle des multinationales. Aujourd'hui, les multinationales sont considérées, dans le système fiscal international, comme un ensemble d'entités indépendantes qui ont le droit finalement de se faire des transactions internes et de transférer leurs bénéfices là où elles veulent, et donc dans le pays, ou qu'on appelle en fiscalité la juridiction, qui est la plus avantageuse. Et donc ce système de transfert de bénéfices, finalement, c'est ça qui permet aujourd'hui aux multinationales d'échapper allègrement à l'impôt et qui vide les caisses des États. Or, l'accord qui a été signé à l'OCDE, donc c'est un accord qui portait sur un taux minimum de taxation des multinationales, un taux harmonisé, qui n'est jamais devenu global au demeurant parce qu'il y a, je pense, finalement une 50aine de pays aujourd'hui qui ont seulement pris des actions pour le mettre en œuvre.
Le taux, c'est une chose, et encore 15%, c'est un taux très bas, parce que aujourd'hui, le taux moyen d'imposition des sociétés, toutes sociétés confondues, hors multinationales dans le monde, c'est 25%. Donc première question, pourquoi est-ce que les multinationales qui en général font beaucoup plus de bénéfices que les petites entreprises devraient être taxées moins que des multinationales, premièrement. Et deuxièmement, cette question du taux n'a absolument pas éludé la question des transferts de bénéfices. Parce que finalement, 15% dans un pays où finalement, si on transfère tous les bénéfices dans un paradis fiscal, 15% de 0 € de bénéfices déclarés, ça reste 0 €. Donc finalement, c'est aussi ça l'échec de ces discussions à l'OCDE qui ne sont pas allées jusqu'au bout, c'est-à-dire remettre en cause la question de ces transferts de bénéfices qui sont le principal problème aujourd'hui, la principale cause de l'évasion fiscale. Et sur la taxation des plus riches, c'était pas du tout une question qui était sur la table de l'OCDE. Et aujourd'hui, justement, à l'ONU, il y a la possibilité de s'accorder sur des standards mondiaux pour taxer les plus riches. Et j'irai plus loin. Si on veut taxer les plus riches, il faut aussi le niveau de transparence sur leur richesse pour permettre de les taxer. Et aujourd'hui, c'est aussi ça dont il manque. Et pour avoir de la transparence, il faut aussi avoir des normes communes, partagées par tous les pays, que tous les pays puissent partager les informations nécessaires pour le faire. Et donc, c'est pour rappeler que ce processus à l'ONU, justement, il a une vision un peu holistique. Plutôt que de traiter les problèmes de manière indépendante, il se donne l'ambition, justement, de traiter tous les problèmes qui sont aujourd'hui dans le système fiscal international pour justement avoir des règles cohérentes, plus simples, parce qu'aujourd'hui, ce système est finalement très complexe et la complexité favorise les abus fiscaux. Un système partagé, plus simple, qui permettrait enfin de lutter contre l'évasion fiscale des plus riches et des multinationales. Et au vu du contexte actuel, avec voilà des pays qui ne souhaitent plus faire partie de processus multilatéraux, où on a des retours en arrière, etc., quelles sont les chances qu'une telle convention puisse aboutir et surtout que ce soit une convention qui vraiment permette de changer les règles du jeu et de lutter contre l'injustice fiscale? Effectivement, il faut être honnête sur le fait que c'est difficile. Lutter contre l'injustice fiscale internationale, c'est pas la tâche la plus simple. Néanmoins, premièrement, le fait que ces discussions aient lieu à l'ONU et la naissance de ce processus, et le fait que ce processus ait pu voir le jour, montre déjà l'intérêt et surtout la nécessité de discuter aujourd'hui de ces questions de fiscalité internationale. Effectivement, les dynamiques géopolitiques, elles sont compliquées. Je ne vous cache pas que les États-Unis n'en veulent pas. On sait très bien que les États-Unis ne sont pas les pays les plus progressistes en termes de fiscalité internationale. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte aussi qui, certes, est géopolitiquement compliqué, mais qui est surtout marqué par des problèmes budgétaires, d'austérité, de surendettement dans une grande majorité des pays du monde. Et qu'aujourd'hui, peu de pays peuvent prétendre finalement avoir les ressources financières et fiscales nécessaires pour financer facilement leur politique publique, la lutte contre le changement climatique, leur éducation, la santé. Et donc peut-être que finalement ce contexte de ressources fiscales beaucoup trop rares et de finances qui s'assèchent crée aussi la dynamique nécessaire autour de ce processus et rend ce processus légitime. Même si les pays du Sud, qui effectivement sont les pays qui sont le plus touchés en proportion de leurs revenus par l'évasion fiscale, qui sont le plus touchés par les abus des multinationales, qui perdent le plus d'argent à cause de l'évasion fiscale, sont ceux qui portent le plus ce processus, il faut aussi rappeler que beaucoup de pays du Nord, et pour citer la France, sont des pays perdants aujourd'hui de ce système fiscal international. La France, à elle seule, elle perd plus de 30 milliards de dollars par an à cause de la seule évasion fiscale des multinationales. Dans un pays dans lequel un effort budgétaire cette année nous était demandé de 44 milliards, 30 milliards, ça fait déjà quand même pas mal d'argent. Et donc pour dire qu'effectivement, même si le chemin sera compliqué, je pense et j'ose espérer que le manque de ressources financières de nombreux pays, dont des pays du Nord, va quand même les pousser à se pencher sérieusement sur comment est-ce qu'on peut finalement mettre à contribution davantage ceux qui aujourd'hui profitent d'un système. Et encore une fois, il n'est pas ici question de punir les multinationales ou de punir les plus riches, c'est déjà tout simplement de les faire contribuer à hauteur de ce à quoi ils devraient contribuer, parce qu'aujourd'hui ils profitent d'un système, et en profitant de ce système, ils vident les caisses des États. Oui, et cela se fait aussi au détriment des citoyens des plus pauvres et des plus vulnérables. Absolument, et peut-être pour dire que c'est peut-être ça l'un des problèmes principaux et que je pense qu'il faut que les auditeurs le comprennent. Ne pas taxer les multinationales, les taxer si peu, c'est reporter la charge fiscale et l'effort fiscal sur les petites entreprises, sur les moyennes entreprises. Ne pas taxer à la hauteur de ce qu'il faudrait les ultra-riches, c'est finalement reporter l'effort sur ceux qui ont le moins. Et donc c'est pour ça qu'on parle de justice fiscale. C'est pas punitif, c'est tout simplement remettre un peu de justice et dire ceux qui ont le plus,
Ceux qui sont le plus profitables doivent plus contribuer et ceux qui ont le moins contribuent moins. Que ce soit un système beaucoup plus équitable, pour prendre un autre terme que juste. Alors tout à l'heure, vous avez mentionné la France et j'ai vu que début décembre, des sénateurs ont proposé une résolution exhortant la France à défendre à l'ONU une fiscalité mondiale juste. Du coup, doit-on comprendre qu'en fait la France n'est pas un pays allié dans ces négociations et quelle est en fait sa position actuellement? La France est pour le moins une position ambiguë, si ce n'est problématique, voire incompréhensible. Parce que la France, peut-être parmi les pays du Nord, est le pays qui perd le plus de l'évasion fiscale internationale aujourd'hui. C'est le deuxième pays au monde qui perd le plus dans l'évasion fiscale internationale, en volume, dans l'absolu. Et pourtant, la France a cette contradiction qu'en fait, elle a le siège de l'OCDE. Et le simple fait que la France a le siège de l'OCDE lui fait penser ou la pousse à défendre outre mesure un cadre de l'OCDE qui finalement la lèse aussi. Et c'est ça qui rend les choses assez incompréhensibles finalement. C'est défendre un système qui ne nous bénéficie pas au prétexte que finalement nous avons le siège de l'organisation qui a créé ce système ou qui a la charge de ce système. C'est assez incompréhensible. Et donc jusqu'à aujourd'hui, la France, elle a eu une position effectivement assez problématique. Elle s'est abstenue pour la naissance de ce processus. On a eu depuis 2025 3 sessions de négociation dans lesquelles la France n'a pas montré une ambition extrêmement élevée sur réécrire des règles fiscales internationales plus justes. Au contraire, la France a été même plutôt zélée dans la volonté de garder une certaine forme de statu quo en disant que beaucoup d'instruments qui existent finalement fonctionnent. On a une forme un peu de, parfois je trouve, de déni de réalité. Dans un pays dans lequel le sujet numéro un, c'est quand même la crise budgétaire et l'absence de ressources fiscales et de recettes fiscales, et que ce processus pourrait à long terme et de manière pérenne rapporter des dizaines de milliards d'euros à la France, que la France ne soit pas finalement proactive pour réécrire des règles qui lui bénéficieraient, je trouve ça personnellement assez incompréhensible. Et j'accueille très positivement le fait que le Parlement se saisisse aussi enfin de cette question, parce qu'effectivement, le fait que ces négociations aient lieu à l'international, ça peut paraître un peu lointain. On peut se dire c'est à l'ONU, c'est pas forcément national, mais en fait, on le voit très bien, on a atteint aussi les limites des discussions budgétaires pendant les dernières semaines sur comment est-ce qu'on peut avoir plus de justice fiscale au niveau national. Finalement, beaucoup de mesures de justice fiscale ne passeront que par de la justice fiscale internationale, parce que les plus riches sont très mobiles, cachent leurs richesses à l'étranger. Donc quand on n'a pas de transparence fiscale, on peut essayer de les taxer. Mais quand on ne sait pas quelle est la richesse qu'on peut taxer, l'entièreté de cette richesse, ça peut être très difficile au niveau national. Pareil pour les multinationales. On peut mettre un taux d'impôt sur les sociétés, si on le veut, à 70% en France. Mais je veux dire, tant qu'on n'empêche pas ces multinationales qui, par exemple, ont des activités en France de transférer leurs bénéfices au Luxembourg, en Suisse ou aux Pays-Bas, on n'aura non plus pas réglé la question. Et donc c'est ça qui fait qu'effectivement, c'est assez incompréhensible de voir que la France défend encore ce statu quo fiscal international dont elle est tout à fait perdante, alors que je pense que les derniers mois ont montré quand même la soif de justice fiscale de la population française. Les Français comprennent très bien ce que veut dire la justice fiscale, veulent de la justice fiscale, et donc c'est important aussi que le grand public sache que la France, non seulement qu'on n'a pas atteint le niveau de justice fiscale suffisant au niveau national, mais que la France aurait et a le pouvoir aussi de permettre de faire de ce processus un vrai moteur de la justice fiscale et de remettre de l'argent dans ses propres caisses et de baisser un peu la pression fiscale sur les plus vulnérables par ces négociations internationales, et qu'elle ne le fait pas. Elle a des cartes entre ses mains qu'elle n'utilise pas. Espérons que cela change, c'est aussi le sens de notre travail, du travail de la société civile, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est tout à fait décevant, voire problématique. Le fait que le Parlement s'en saisisse, c'est une très bonne chose, parce que ça rappelle aussi que la fiscalité n'est pas qu'une question technique. Et justement, on est face à des négociations où, notamment les pays du Nord, veulent imposer l'idée que la fiscalité est une question technique et pas une question politique. Et justement, le fait que le Parlement s'en saisisse est un signal envoyé aussi pour dire c'est une question politique, parce qu'il s'agit de notre capacité à lutter contre l'évasion fiscale et derrière de notre capacité à récupérer des recettes fiscales pour financer nos services publics, pour financer notre lutte contre le changement climatique, pour finalement abonder notre budget. Vraiment, quand on vous écoute, on comprend vraiment pas la position de la France. Enfin, il y a vraiment tous les arguments pour que la France soit motrice, soit parmi les pays en tête pour négocier. Ça paraît tellement incohérent de ne pas être force de proposition, surtout avec le contexte budgétaire actuel. Donc voilà, on va espérer effectivement que cette résolution au niveau du Sénat et peut-être pourquoi pas à l'Assemblée nationale
permettent de pousser et de mettre ce sujet à l'agenda et de faire en sorte que les négociateurs français soient beaucoup plus promoteurs de justice fiscale. Alors, vous avez dit qu'il y avait eu 3 sessions de négociation et puis vous, vous êtes aux premières loges. Donc j'aimerais bien en fait que vous nous racontiez comment ça se passe. C'est quoi en fait les coulisses de ces négociations et surtout quelle est la place de la société civile dans ces négociations qui ont lieu à l'ONU et donc ces négociations en général, elles sont réservées aux États. Voilà, quel est le rôle de la société civile? Promoteur de justice fiscale. Vous avez dit qu'il y avait eu 3 tours de négociation déjà et vous êtes aux premières loges, vous y participez. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment ça se passe, c'est quoi les coulisses et quelle est la place de la société civile dans ces négociations qui sont normalement à l'ONU réservées, aux États. Donc quel rôle, la société civile peut-elle jouer? Comme je l'ai dit, la société civile, elle a joué un grand rôle dans la naissance de ce processus et elle joue aujourd'hui un rôle essentiel pour maintenir, préserver l'ambition de ce processus et faire en sorte qu'il puisse aboutir à des règles les plus justes possibles et vraiment qu'il puisse régler structurellement les problèmes auxquels on essaie de se confronter. Peut-être, et pas pour faire le procès de l'OCDE, mais quand même c'est important de souligner le fait que les négociations qui ont lieu à l'OCDE par exemple ne sont pas ouvertes à la société civile. Or, à l'ONU, la société civile est considérée comme partie prenante de ce processus et c'est extrêmement important. Comme sur plein de sujets, pas seulement sur la fiscalité, la société civile, elle a un rôle de vigie, elle a un rôle de contre-pouvoir essentiel, elle apporte aussi une expertise qui est indispensable pour faire en sorte et pour pousser les États aussi à porter l'ambition le plus haut dans ce processus. Donc nous, notre rôle, il est à la fois de participer directement aux négociations dans la salle de négociation, on a le droit de prendre la parole, on a le droit d'exprimer au même titre que les États, et je peux vous assurer qu'on ne se prive pas d'appeler à l'ambition et de parfois rebondir sur certaines interventions d'État. Je peux vous dire qu'on le fait allègrement et c'est tout à fait notre rôle. Donc on est partie prenante au processus, on est là pour faire en sorte qu'il aille le plus loin possible. On participe aussi en faisant des soumissions écrites à ce processus. Par exemple, en novembre, il y a un premier brouillon de texte qui nous a été proposé. Nous avons réagi à ce texte en proposant directement des articles qui pourraient être intégrés directement dans cette convention, c'est-à-dire on fait des propositions de textes qui seraient demain un texte légal, applicable, opérationnel. Donc on a aussi un rôle d'apporter cette expertise-là. Puis on fait évidemment notre plaidoyer, toutes et tous, sont les pays desquels on vient, et toujours en agissant en coalition évidemment, pour justement pousser les pays individuellement à pousser certaines mesures et être ambitieux. Et enfin, on a aussi un rôle d'information essentiel. On produit une chronique quotidienne pendant ces négociations, où on se permet aussi d'être un peu drôle. On y met des mèmes, on y met certaines images. Ça paraît un peu anecdotique, mais on doit aussi montrer au pays que nous n'avons pas un rôle d'ennemi. Au contraire, on travaille tous dans ce processus et nous, on veut seulement que ce processus soit ambitieux. On organise aussi des événements pour aussi justement créer une forme de cohésion, pour aussi montrer qu'on a besoin de cette cohésion pour permettre que ce processus soit le plus ambitieux possible. Néanmoins, j'en profite pour dire que même si nous avons une place importante et essentielle dans ce processus, il y a toujours des difficultés. Et aujourd'hui, dans ce processus, la société civile n'a pas accès à ce qu'on appelle le travail intersession. Donc nous avons participé aux 3 sessions formelles qui ont lieu, 2 à New York, 1 à Nairobi. Mais les États finalement se réunissent notamment en ligne entre les sessions, discutent, et ça, nous n'y avons pas accès. Et c'est finalement un précédent assez inquiétant, parce que dans d'autres processus de l'ONU, la société civile a toujours eu accès à ce travail intersession, qui est normal, hein, le travail doit continuer entre les sessions formelles. Aujourd'hui, nous n'y avons pas accès, et nous alertons, nous disons, on ne peut pas écrire des règles transparentes dans l'opacité, on ne peut pas écrire des règles pour de la transparence fiscale à huis clos, on ne peut pas réécrire un système sans aussi avoir la... C'est notre rôle, on a un rôle d'observateur et on a un rôle aussi, comme j'ai dit, de vigie, de s'assurer que les discussions puissent être connues de toute la population. Et donc on alerte aussi sur le fait que réduire l'espace de la société civile, encore une fois, c'est prendre le risque que les citoyens ne sachent pas et ne soient pas informés de l'entièreté des discussions. Et nous ne voulons pas que ces discussions soient des discussions techniques de personnes d'administration fiscale seulement, car comme j'ai dit, c'est un sujet politique. Et finalement, je résumerai ça pour le rôle de la société civile. Notre rôle principal, c'est de politiser ce débat et de redire que les questions de fiscalité sont des questions hautement politiques et que tous les citoyens doivent s'en saisir. C'est aussi une question de société pour l'ensemble des citoyens, voilà, de vivre dans un système ou dans un monde ou dans un pays où il y a beaucoup plus d'équité, de justice fiscale, sociale et environnementale. Vous avez beaucoup parlé du rôle des États et de la société civile, et en vous écoutant, je me suis dit, mais quelle est la place à l'heure actuelle du secteur privé?
Et je pose cette question parce que dans d'autres processus, on a pu voir qu'en fait, le lobbying exercé par le secteur privé, par certaines multinationales, avait conduit à faire capoter ou à réduire l'ambition de certaines conventions ou encore de certains traités internationaux. Le secteur privé, effectivement, est présent et je pense que sur une question aussi importante que la fiscalité, évidemment, il ne se prive pas de donner son avis. C'est pas encore le processus peut-être où il est le plus présent et je pense que c'est plutôt positif. On a la Chambre internationale de commerce, on a quelques représentants effectivement plutôt business qui sont présents pendant les négociations. Pour être tout à fait honnête, je pense que leur plaidoyer est plutôt invisible et plutôt en sous-marin plutôt que dans les négociations officielles. Néanmoins, vous l'avez dit, sur d'autres processus, le secteur privé peut avoir un rôle, et les lobbies surtout, hein, pas seulement le secteur privé, mais par le lobby des multinationales, les lobbies des personnes les plus fortunées, peuvent avoir un rôle tout à fait délétère en abaissant l'ambition de certains processus. On va revenir un peu en arrière. Quand il y a quelques années on discutait de transparence fiscale et de ces rapports publics pays par pays, c'est-à-dire de l'obligation pour les multinationales de déclarer exactement quels bénéfices elles font dans quel pays pour justement pouvoir les taxer à bon escient et à hauteur. On avait en France le MEDEF qui avait fait son travail de sape pour s'assurer que la France baisse l'ambition des règles qui finalement ont été adoptées quelques mois, quelques années plus tard au niveau européen. Donc effectivement, nous sommes dans la méfiance, mais je pense qu'il y a aussi, et peut-être je vais en profiter pour faire un appel au lobby du secteur privé en leur disant que finalement, même pour eux, la complexité et le chaos fiscal, c'est pas quelque chose qui finalement leur profiterait. Si demain on arrive à un système, finalement on aboutit à l'absence totale de règles fiscales, et ça crée de l'incertitude aussi pour les entreprises. Je ne pense pas que certains lobbies du secteur privé soient très fans de cette incertitude. Mais enfin, je dirais, et c'est peut-être pour revenir sur le rôle essentiel de la société civile, nous, notre rôle, c'est aussi effectivement de nous assurer que les règles, elles sont pas écrites sous la plume du lobby des multinationales et du lobby des personnes les plus riches, qui aujourd'hui sont les plus pollueurs, qui sont responsables d'abus environnementaux, de droits humains, en plus, finalement, d'échapper à l'impôt. Donc je pense que ça remet en exergue effectivement le rôle essentiel qu'on a aussi d'être très attentif à quel rôle joue le secteur privé et les lobbies du secteur privé là-dedans. Et donc aujourd'hui, ils ne sont pas extrêmement présents, du moins officiellement dans ce processus. En tout cas, nous, on est très vigilants à ce qu'ils ne prennent pas la plume pour certains pays pour s'assurer de baisser totalement l'ambition de ce processus. Oui, qu'ils ne capturent pas à nouveau les discussions internationales et la décision publique. Donc vous disiez qu'il y avait eu 3 séries de négociations. On a un premier texte, ou en tout cas un premier jet de texte. Bon, j'imagine qu'il est un peu trop tôt quand même pour connaître le contenu et que ce premier jet de texte en fait ne sera pas la version finale. On va peut-être pas parler aujourd'hui du contenu de cette convention fiscale, mais je serais quand même intéressée de connaître les prochaines étapes. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? On a eu effectivement 3 rounds de négociations, comme je l'ai dit, à New York, à Nairobi. Maintenant, on a une ébauche de texte qui commence à se former. Nous, comme j'ai dit, on a fait des propositions. La prochaine étape immédiate, c'est la session de New York, qui aura lieu en février. On aura un nouveau round de négociations, espérons-le sur un texte qui sera beaucoup plus étoffé et avec un peu plus d'ambition. Entre-temps, ce qu'on a eu, c'est des soumissions de pays. On voit encore aujourd'hui ce clivage, effectivement, entre des pays du Nord qui veulent réduire l'ambition de ce processus et des pays du Sud qui veulent en faire quelque chose de très ambitieux. Et donc ces négociations, elles vont se poursuivre. Il y a encore 3 rounds de négociations en 2026, 3 en 2027, et puis en théorie, sur le texte qui sera issu de ces négociations, il y aura un vote. Ce texte sera soumis au vote de l'Assemblée générale des Nations unies fin 2027, et donc peut-être pour se projeter dans le futur et dans un futur idéal dans lequel effectivement on a réussi à faire en sorte que ces négociations soient ambitieuses. Qu'est-ce qui se passe derrière? Une fois qu'on a adopté ces règles doivent être par la suite ratifiées comme tout accord international par les pays qui ont signé cette convention. Et puis, ce processus créerait surtout un organisme fiscal international qui permettrait justement de pouvoir négocier chaque année, de pouvoir remettre à l'agenda international les questions de fiscalité. D'avoir, comme on a aujourd'hui sur les questions climatiques, des COP de la fiscalité, une conférence des parties de la fiscalité qui permettrait chaque année justement de pouvoir rediscuter de certaines règles, parce que comme on le sait, on est quand même sur un sujet dans lequel il y a beaucoup d'évolution, beaucoup d'habilité aussi et beaucoup d'agilité, je dirais, de ceux qui savent échapper à l'impôt. Donc il faut aussi pouvoir se donner cette agilité pour pouvoir
changer et améliorer les règles au fur et à mesure, pas adopter un texte qui soit complètement rigide. Et donc c'est ce pourquoi aussi on demandait une convention cadre, parce qu'une convention cadre, ça veut dire derrière des COP successives chaque année, espérons-le, qui permettront justement d'avoir ces questions de fiscalité internationale à l'agenda international tous les ans, et dans un cadre, comme j'ai dit, à l'ONU démocratique, où tous les pays ont une voix, contrairement à des espaces comme le G20, le G7 ou encore l'OCDE, qui sont des espaces restreints où tous les pays ne sont pas représentés. Merci beaucoup pour cette discussion, cette présentation très claire de ce que pourra être, on espère, la convention fiscale de l'ONU. Pour terminer cette conversation, auriez-vous un dernier mot pour la fin, voilà, que vous voudriez partager? Mon dernier mot, ce serait de redire, la fiscalité, ce n'est pas une question technique, c'est une question politique. Et je pense que c'est essentiel que les citoyens se saisissent de cette question et que même si ça peut paraître assez éloigné comme processus, c'est un processus qui peut avoir des impacts majeurs sur leur vie. Et on parle aujourd'hui dans ce processus de la capacité finalement des pays à tout simplement avoir un avenir digne et à pouvoir financer leurs services publics. Donc moi j'appelle aussi les citoyens à s'intéresser un peu de plus près à ce processus-là. Il est assez enthousiasmant, mais on a besoin aussi que les citoyens puissent en prendre connaissance et se mobiliser pour justement faire en sorte que puisse être synonyme d'une plus grande justice et pour une plus grande justice fiscale. Bon, du coup, là, ça va pas être un dernier mot parce qu'en fait, j'ai une autre question. Mais comment peuvent-ils se mobiliser? Justement, vous appelez à ce que les citoyens se mobilisent, mais comment peuvent-ils le faire concrètement? Comment les citoyens peuvent se mobiliser? Je pense que à la fois en prenant connaissance de l'existence de ces négociations, ils se saisissent de ce sujet, qu'ils le fassent leur, qu'ils comprennent aussi, et c'est notre rôle aussi de les aider à comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ces négociations. Et derrière, il y a plein de manières dont les citoyens peuvent se mobiliser sur les réseaux sociaux, en interpellant leurs élus, et en faisant aussi de ce sujet un sujet de société. Je pense qu'on est dans un pays qui est plutôt adepte des discussions sur la fiscalité. On a eu un grand débat, par exemple, sur la taxe Zuckman il n'y a pas très longtemps. Et donc, je pense que c'est à la fois faisable et désirable. On en revient aussi, c'est aussi notre rôle de faire comprendre, encore une fois, que ces discussions, c'est pas des discussions techniques, c'est des discussions qui ont un impact sur le quotidien des citoyens. Et donc, les citoyens, mobilisez-vous, on a besoin de vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.